Comment apprend-on à parler? Comment les adultes transmettent le langage et leurs connaissances aux enfants sourds et entendants? Dans la question, il y a déjà la réponse en fait, parce qu'on apprend à parler quand on est enfant à partir de tout le bain de langage qui nous entoure et qui nous est adressé. Et c'est justement ça qui m'intéresse, c'est comment l'enfant apprend à parler en anglais on dirait experiencing language. Alors en français, on n'a pas la possibilité de transformer comme ça le nom expérience en verbe, mais on vit le langage à travers toutes les actions, toutes les activités, toutes les relations que l'on a avec le monde qui nous entoure et les personnes qui nous entourent. D'où est venue l'idée du projet et pourquoi s'intéresser au moment du dîner? L'idée du projet a été inspirée par une chercheuse que j'adore, qui est un peu ma mentor dans le monde académique et qui s'appelle Eleanor Ochs, qui est américaine, qui est maintenant professeure émérite à UCLA et qui avait collecté des données sur 32 familles depuis le moment du lever jusqu'au coucher. Donc évidemment pas forcément dans le moment scolaire des enfants, mais tous les moments à la maison. Et le moment du dîner l'a tellement inspirée qu'elle a soumis un autre projet consacré au moment du dîner et elle m'a intégrée dans ce projet. On a fait une comparaison entre les dîners américains et les dîners français. Et c'est là qu'on a découvert que les dîners français étaient un moment extraordinaire qui permettait de saisir comment les interactions se nouent avec une activité quotidienne qui est celle de manger. Et donc l'enfant apprend à coordonner le fait de manger et d'interagir avec sa famille. Et donc c'est un merveilleux moment pour vraiment comprendre comment se transmettent les pratiques langagières, mais nouées, emmêlées, entremêlées avec les pratiques dînatoires, et particulièrement en France où on a ce repas commensal français. Bon, il y a une sorte de modèle idéal qui est au moins valable pour les familles qu'on a filmées, qui ont été sélectionnées sur le fait qu'elles dînent tous les soirs ensemble. Donc c'est cette espèce d'idéal où on se rend compte que être ensemble à table, c'est à la fois goûter les saveurs de ce qu'on a préparé à manger, parfois ensemble, parfois une personne a fait à manger pour toute la famille, et goûter les mots, les énoncés, les conversations, pouvoir partager les moments de la journée, les moments heureux, les moments tristes, et en discuter avec le reste de la famille. Est-ce que c'est difficile de travailler avec les enfants, les familles? Alors, ce n'est pas difficile pour les chercheurs, une fois que tout est en place, de travailler avec les enfants et leurs parents. Parce qu'une fois que la caméra tourne et qu'on est dans une situation complètement ordinaire, ils retrouvent leur vie quotidienne. Par contre, c'est difficile pour nous, les chercheurs et les chercheuses, de préparer cette activité de collecte de données auprès de familles, parce qu'on doit penser en permanence à ce qui est éthique ou pas. Est-ce que c'est bien de collecter ces données familiales qui sont quand même de l'ordre du privé, de l'intime? On fait intrusion dans le cocon familial, on est des observateurs qui venons dans leur vie privée et il faut s'y préparer, il faut les préparer à ça et il faut s'assurer qu'on n'abîme pas leur quotidien par notre présence. Donc, pour pouvoir bien anticiper, bien préparer ce moment privilégié qu'ils partagent ou qu'elles partagent avec nous, eh bien, il y a toute une démarche éthique que l'on met en place. D'abord, on se demande si ils sont... On se demande et on leur demande s'ils sont d'accord. Pour ça, on doit bien les informer exactement sur ce qu'on va faire avec eux, comment on va les filmer, comment on va poser les caméras, où on va les poser, pourquoi, surtout pourquoi on les filme. Donc on doit leur expliquer les enjeux de notre recherche, Ensuite, une fois qu'on les a bien informés, on essaye d'obtenir on doit obtenir leur consentement éclairé. Donc éclairé parce qu'on les a bien informés,
consentement, vraiment, si possible, sur papier, pour s'assurer qu'ils sont absolument d'accord de nous faire ce cadeau magnifique qui est leurs interactions et leurs activités dînatoires. Donc il y a quand même constamment cette conscience de ce qu'on est en train de faire avec et pour les participants, pour préserver leur vie privée, pour préserver leur intimité, que l'on prépare, et c'est un dialogue constant entre les participants et nous, pour leur faire comprendre ce qu'on fait, pour leur faire accepter ce qu'on fait, et s'assurer qu'à tout moment du projet, à tout moment de l'analyse, et même une fois que tout est collecté, une fois que tout est transcrit, une fois que tout est analysé, une fois qu'on veut commencer à publier, s'assurer qu'ils sont toujours d'accord avec ce qu'on dit sur eux. Alors pour ça, évidemment, on leur affecte des pseudonymes, on ne les désigne pas nommément, mais quand on montre des extraits de corpus en conférence, il peut toujours, par hasard, avoir quelqu'un qui les reconnaisse. Donc il faut s'assurer qu'ils sont d'accord avec ça. Donc c'est vraiment un dialogue entre les chercheurs, les familles, les lieux de publication, les lieux de communication, pour s'assurer que tout cela est fluide et que tout le monde est absolument d'accord avec ça. Et par ailleurs, un enfant, ça grandit. Et si un enfant de 5 ans va trouver que c'est très rigolo d'avoir des caméras qui viennent le filmer ou la filmer, ça n'est pas évident qu'à 18 ans, il ou elle va continuer à vouloir ce qu'on exploite les données. Donc on fait très attention de garder le contact pour pouvoir retourner voir les enfants une fois qu'ils sont devenus majeurs. Et par exemple, dans mon projet ANR précédent, je filmais des enfants de 0 à 7 ans avec un groupe de chercheurs, et je viens d'aller retourner voir deux de ces enfants qui viennent d'avoir 18 ans. Les deux suivants et les suivants encore ont 17 ans, 16 ans. Donc on garde le contact pour continuer à avoir leur consentement éclairé. Et pour le moment, pas de problème, ils trouvent ça très chouette qu'on utilise ces données. Et c'est vrai que c'est assez difficile de les reconnaître quand on ne les connaît pas, entre l'âge de 2 ans et l'âge de 18 ans, ou entre l'âge pour le projet ANR Dinlang, c'est entre 3 et 10 ans, et l'âge de 18 ans. Donc voilà, c'est un souci constant de la vie privée des familles. Pour ça, il y a une commission dans les universités, qui s'appelle le comité d'éthique de la recherche, qui examine ce qu'on appelle des saisines. Donc on remplit un dossier, on explique notre protocole, on montre notre consentement éclairé, notre lettre d'information, et ce comité d'éthique de la recherche va examiner ce dossier et va accréditer notre recherche ou pas du côté éthique, et nous autoriser ou pas à recueillir les données que l'on doit déclarer à la déléguée à la protection des données, qui représente la CNIL, et qui nous permet ensuite, si on le souhaite, de faire ce qu'on appelle de l'open science, la science ouverte, et de partager ensuite ce corpus fabuleux, qui à mon avis est un trésor, avec le reste de la communauté scientifique. Mais évidemment, si on veut partager le corpus avec le reste de la communauté scientifique, ça veut dire qu'on l'a déjà anticipé, que dans notre consentement éclairé, on a prévu de demander à nos participants que ce soit de la science ouverte, que le corpus soit ouvert, et qu'on a bien délimité ce sur quoi d'autres chercheurs pouvaient travailler. Donc par exemple, dans notre projet, on travaille sur les dîners familiaux, sur tout ce qui est interaction. Ce n'est pas un projet dans lequel on travaille sur ce que les gens mangent, mais si on veut ouvrir les données à des anthropologues ou à des nutritionnistes qui travailleraient sur ce que les familles françaises mangent à la maison, en particulier dans les classes sociales que l'on filme, eh bien il faudrait déjà le prévoir et dire, voilà, ce corpus est susceptible d'être utilisé pour travailler sur les interactions langagières, sur le développement grammatical, par exemple, des enfants, sur les compétences narratives des enfants, mais aussi sur les menus ou sur les mets que l'on mange au quotidien dans une famille française. Donc il faut quand même tout anticiper, et je ne pense pas que
on donnerait la possibilité, par exemple, de travailler sur les croyances religieuses ou sur les avis politiques des familles au sein d'un même projet. Si un projet voulait travailler sur ça dans les dîners familiaux, à ce moment-là, il faudrait recommencer, il faudrait refaire un autre corpus, parce que nous, on n'a pas voulu que ça porte là-dessus. Voilà. Alors, j'utilise le mot corpus pour faire référence à toutes ces données que l'on collecte. Donc, dans notre cas, ce sont des dîners familiaux qui sont filmés. Comme nous avons plusieurs caméras, nous avons et un enregistreur pour les familles entendantes qui parlent, eh bien on a plusieurs sources, donc on a des vidéos et puis on a plusieurs fichiers audio que l'on orchestre ensemble, que l'on coordonne pour qu'ils démarrent au même moment et qu'ils terminent au même moment. Donc ce qui amuse beaucoup les enfants, c'est qu'on fait un clap pour pouvoir bien aligner toutes les sources. Et ensuite, ces données, pour ce qui concerne les données en français, on les transcrit et donc on a vraiment la transcription écrite un petit peu comme une pièce de théâtre de tout ce qui s'est dit. Et donc c'est l'assemblage de vidéos, transcription et ensuite tout ce qu'on aura envie d'identifier comme phénomène sur lequel on va travailler et que l'on code dans un logiciel particulier qui s'appelle Elan et qui se présente comme une partition. Et donc on va par exemple, si je décide de travailler sur tous les pointages qui ont été effectués pendant le dîner, donc comment on a pointé quelque chose sur la table ou des personnes, à ce moment-là, dans Elan, je vais mettre des petits segments pour montrer les pointages et je vais pouvoir les rassembler. Donc c'est tout ça, ces annotations, donc les codages que l'on fait, les transcriptions, les gloses, parce qu'on travaille aussi sur la langue des signes française que l'on peut gloser en français, en anglais, et les vidéos et les sources audio qui constituent ce qu'on appelle notre corpus et qui peut être mis en ligne en tant que tel et partagé avec la communauté des chercheurs-chercheuses qui travailleraient sur des sujets qu'on jugerait acceptables pour ce genre de données. Alors l'ANR, dans les formulaires que l'on soumet, il y a déjà au bout de 6 mois un plan de gestion de données à remettre qui indique comment on a préparé, anticipé le type de données que l'on va prévoir, quel protocole on suit pour les recueillir, comment on les enregistre, ensuite comment on les transcrit, comment on les archive, et puis ensuite comment on les analyse, comment on les transmet, comment on les diffuse. Donc tout ça est une suite qui est extrêmement bien décrite dans le plan de gestion des données. Et un plan de gestion des données, c'est un écrit qui est dynamique, qui pourrait d'ailleurs s'accompagner aussi de petites guides audio ou vidéo, ce qu'on n'a pas fait dans ce projet, mais on l'a fait pour nos stagiaires, donc on pourrait tout à fait proposer à l'ANR de partager ce type de guide. Mais bon, un plan de gestion de données, pour le moment, c'est un document écrit qui est refait au niveau de l'ANR au bout de 18 mois et au bout de 4 ans, parce que ça bouge. Si vous avez décidé de filmer, par exemple au début, on avait décidé de filmer avec 3 caméras, donc 2 sur le côté et une au-dessus du dîner, avec une caméra à 360 degrés pour pouvoir ensuite voir toutes les expressions du visage et tous les gestes de chaque participant. On a fait un premier essai avec une girafe qui portait la caméra au-dessus de la table et puis on s'est aperçu que par rapport à ce qu'on avait besoin d'analyser, avoir la caméra au-dessus de la table n'était pas pertinent et on a décidé de mettre la caméra au milieu de la table. Ce qui était un petit peu gênant pour nous parce que ça fait du bruit, disons, ça perturbe l'image, mais ça donnait une image de meilleure qualité pour nos analyses. Et c'était pas seulement du bruit pour l'image, mais c'était quelque chose qui pouvait déranger les participants parce qu'au milieu de la table, ils ont une petite caméra 360 et un enregistreur. Mais finalement, on a décidé de faire un compromis entre avoir l'image la plus naturelle possible et une situation la plus naturelle et écologique possible pour les participants et avoir une meilleure vidéo pour nos analyses de la gestuelle. L'Agence nationale de la recherche, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? L'Agence nationale de la recherche est une agence de moyens qui subventionne des projets de recherche français, enfin
conçus par des universitaires ou des scientifiques et des chercheurs aussi dans des entreprises éventuellement, qui sont implantés en France. Et c'est quelque chose de relativement récent, au début du XXIe siècle, d'avoir enfin cette agence de moyens qui a été critiquée par certains et louée par d'autres, hein, parce que ça a enfin donné des moyens à des équipes de chercheurs, en particulier en sciences humaines et sociales, où nous n'avions pas beaucoup de moyens collectifs, pour monter des projets de recherche de plus grande envergure, qui n'étaient pas encore des projets de recherche à la taille européenne, à l'échelle européenne, mais un intermédiaire entre ce que pouvaient financer les établissements, quelques milliers d'euros, et ce qu'on peut financer au niveau national, qui peut atteindre quelques centaines de milliers d'euros, voire jusqu'à 850 000, 950 000 dans certains domaines, mais pas en sciences sociales. Sur plusieurs années aussi. Alors, donc, ça subventionne sur 3-4 ans, et je dois dire que personnellement, moi j'ai plutôt à en dire du bien, même si ce qui est injuste, c'est que si vous avez un projet ANR, ben, vous avez de l'argent. Si vous ne l'obtenez pas, eh ben, vous n'avez pas de financement. Donc ça sélectionne les projets sur la base évidemment de commissions qui les examinent. Donc il y a toujours plusieurs évaluateurs qui évaluent un projet déposé par écrit sur un gros dossier. Donc ces évaluateurs ensuite se réunissent en commission et sélectionnent certains projets qui vont ensuite être financés sur entre 2 et 4 ans, plutôt 4 ans. Et donc, dans mon cas, ça a changé ma vie puisque j'ai toujours eu un petit peu de financement, même pendant ma thèse. J'ai eu un contrat doctoral et puis j'ai eu un financement de Mustela, les produits pour la peau, qui m'a permis d'apprendre la langue des signes. Ça coûte assez cher de faire des stages de langue des signes, qui m'a permis d'acheter des caméras pour filmer des enfants, qui m'a permis de me payer des colloques internationaux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école doctorale et les labos n'avaient pas les financements pour permettre à des doctorants d'aller aux États-Unis ou d'aller même à Trieste. Mon premier colloque a été à Trieste, parce que ça coûte quand même très très cher, un colloque international. Donc, grâce à l'ANR, j'ai pu avoir mes premiers financements beaucoup plus importants pour financer toute une équipe qui travaille ensemble et même plusieurs équipes. Mon premier projet ANR a été un projet ANR jeunes chercheurs, jeunes chercheuses. Donc on était une seule équipe de plusieurs jeunes chercheurs et un petit peu plus anciens aussi, qui travaillaient ensemble. Et puis dans mes projets suivants, eh ben, j'ai réuni plusieurs équipes dans plusieurs établissements français. Et donc ça permet à ces équipes de travailler ensemble, de partir ensemble dans des colloques, de recueillir des données plus importantes et de payer du personnel, ce qui est le plus lourd pour un projet en sciences humaines et sociales, avoir des doctorants ou des post-doctorants qui participent au projet en y travaillant à temps plein. Alors le projet ANR DINLangue porte donc sur les dîners familiaux en français et en langue des signes française. Dans les 4 partenaires, il y a l'Université de Rouen, le laboratoire d'ILIS, qui est spécialisé particulièrement en analyse de la langue des signes française. Il y a le partenaire SFL, qui est une UMR, donc une unité mixte de recherche qui allie le CNRS et l'Université Paris 8. Avec le laboratoire donc SFL qui est aussi spécialiste d'acquisition du langage et de langue des signes française. Il y a l'UMR Modico qui se situe à l'université de Nanterre et qui est aussi un partenariat avec le CNRS. Et il y a d'ailleurs l'un des membres, le chercheur qui porte le projet pour Nanterre qui fait partie de l'INSERM. Donc on a là quelque chose de multi-institutionnel. Et puis le porteur, la porteuse du projet, c'est Sorbonne Nouvelle et moi-même, avec une petite équipe de Sorbonne Nouvelle implantée dans l'équipe de recherche Cecilia au sein de Prism et qui est spécialiste d'acquisition du langage et d'interaction multimodale, donc d'interaction qui convoque à la fois la parole, la gestuelle et puis la langue des signes française. Le projet ANR DINLangue a un partenariat avec un partenaire américain qui se situe à UCLA. UCLA d'où est issue l'idée de travailler sur les dîners familiaux grâce à Eleanor Ochs, et c'est l'ancienne assistante, le chef de projet de Eleanor Ochs, Tammy Kremer-Sadlik, qui dirige l'antenne américaine et avec qui j'ai déjà pas mal publié d'articles sur les dîners familiaux dans une phase pilote du projet, et justement avec laquelle on travaille à la fois sur les activités
interactionnel, mais aussi sur les mets qui sont dégustés, enfin dégustés ou pas d'ailleurs, parce que parfois ils ne sont pas toujours aimés par les familles. Et donc on a comparé ce que l'on mange aux États-Unis et ce que l'on mange en France dans les dîners familiaux. Quelles difficultés vous avez rencontrées ou rencontrez-vous encore maintenant? On rencontre de toute façon toujours beaucoup de difficultés. Donc la première difficulté, ça a été le fait de commencer pendant le Covid et de devoir complètement réinventer notre méthodologie de travail. Et comme c'était en visio, déjà il a fallu qu'on s'habitue à travailler en visio, qu'on trouve comment travailler en visio, qu'on puisse partager l'écran et travailler sur des films en visio. Donc tout ça a été mis en place. Et on a décidé que ce serait sur des tranches de 2 heures, parce que c'est quand même pas la même chose de travailler en visio et de travailler en vrai. Donc on a continué même maintenant à utiliser cette méthodologie. Donc maintenant on mélange les pratiques où on se voit, à quelques-unes, et où on se voit pas, où on se voit virtuellement en visio, et parfois même c'est hybride, puisqu'il y a 2 personnes qui viennent dans mon bureau ici et on est en visio avec les autres. Donc cet obstacle-là nous a permis de construire une autre méthodologie qui, en fait, est bénéfique au projet et qui n'aurait peut-être pas existé s'il n'y avait pas eu le Covid. Autre difficulté, pour nous dans ce projet, et on a une difficulté langagière, linguistique, le fait qu'on travaille sur 2 langues, le français et la langue des signes française, et que si tout le monde, tous les chercheurs et les chercheuses dans le projet manipulent bien le français, ça n'est pas le cas de la langue des signes française, mais ça aussi, on l'a transformé en bénéfice, puisque on peut travailler sur les corpus et travailler sur ce qu'on appelle les cadres participatifs, donc qui parle à qui et qui est intéressé par l'interaction, sans comprendre le contenu. Et on s'est aperçu que ça pouvait être intéressant de ne pas comprendre et de coder simplement certains aspects langagiers et interactionnels, sans vraiment s'attacher au contenu, à ce qu'on appelle la sémantique, au contenu de sens du projet. Donc ça aussi, on l'a transformé en atout pour le projet. Une autre difficulté, c'est que nous n'avions pas au début du projet de chercheurs sourds, dont la langue des signes serait la langue 1, même si nous avons des chercheurs et des chercheuses, surtout des chercheuses, qui sont vraiment bilingues, quasiment bilingues, pas tous, pas toutes, mais qui ont différents niveaux de langue des signes française. Et maintenant se joint à notre projet un ingénieur d'études sourd de SFL, et ça c'est absolument magnifique parce que il apporte sa connaissance intime de la langue, de sa langue 1, au projet, et on est vraiment ravis d'avoir pu l'accueillir. Et tout au long, on avait quand même de l'aide de jeunes femmes qui ont un petit peu été des assistantes de recherche ou des assistantes techniques, ou une jeune femme qui nous a aidé à faire le clip pour attirer les familles sourdes au projet, et qui a fait ça dans sa propre famille. Donc on a toujours eu la présence quand même de seigneurs natifs, mais c'était pas assez important, et ça c'est un grand regret, c'est une difficulté qu'on doit continuer à surmonter. Et puis, je pense que comme tout projet ANR, il y a la difficulté d'apprendre à travailler dans une équipe importante disséminée sur l'espace. Donc, je vous ai dit que la visio aidait à conjurer ce problème-là, mais la difficulté à travailler ensemble avec peut-être des visions différentes de ce que c'est que le travail de groupe, de ce que c'est que la recherche. Donc il faut aussi apprendre à faire le deuil d'une vision un petit peu idéale qu'on avait pour le projet, et d'accepter que le projet soit refaçonné par les perspectives de chacun et de chacune, par les thèmes de recherche de chacun et de chacune, et que ce qu'on a déposé n'est peut-être évolue, n'est pas exactement ce qu'on va avoir à la fin. Donc ça, il faut... c'est à la fois un grand plaisir, mais ça peut être aussi des petites souffrances au quotidien quand ce qu'on avait en tête ne se fait pas exactement comme ce qu'on voulait. Donc ça, c'est au niveau scientifique. Et puis après, les grosses difficultés des projets ANR, ce sont des difficultés administratives. On connaît l'administration française, et on passe plus de temps à commander des caméras, à commander des repas pour les journées de travail, les réunions, à organiser les missions,
à faire les bilans financiers, à faire les bilans, les bilans administratifs, qu'on ne passe à écrire des articles. Donc quand on est coordinateur de projet ou membre important d'un projet, eh ben, on a sur nos épaules des charges qui ne sont pas de l'ordre du scientifique. Et il faut savoir aussi que abandonner certaines parties scientifiques aux autres membres du projet, alors qu'on aimerait bien être partout, parce que on est occupé pendant des heures à s'assurer que tout le monde va manger le jour de la réunion. Donc il faut aussi accepter ça, qu'on ne pourra pas faire tout le scientifique parce qu'on fait une partie de l'administratif. Et puis, ce qui nous manque aussi dans les projets ANR en sciences humaines et sociales, c'est que les budgets ne sont pas suffisamment importants pour remplir le cahier des charges et qu'il faudrait avoir davantage de personnel humain pour participer au projet. Donc dans le projet ANR d'Inlang, on a eu de quoi financer une année de postdoc et puis une année de postdoc complet et puis quelques périodes de postdoc mises bout à bout, des stagiaires, mais ça ne suffit pas pour faire toutes les tâches qu'il faudrait faire, ce qui veut dire que ce sont les chercheurs, les enseignants-chercheurs engagés dans le projet qui font beaucoup plus que ce qu'on aurait pensé au départ, qui font des travaux de codage, qui mettent vraiment de leur propre temps. Et ça, c'est à jongler avec leurs autres projets de recherche, parce que tout le monde n'est pas à 100% dans le projet ANR d'Inlang, et à jongler avec leur enseignement, leurs tâches administratives, leur vie personnelle. Donc il se trouve que dans le projet d'Inlang, il y a beaucoup de jeunes chercheuses, et que ces jeunes chercheuses ont la joie et le bonheur d'avoir des enfants, mais aussi de faire des enfants pendant la durée du projet. Donc on a eu des congés maternité, donc on a travaillé aussi avec des absences de certaines personnes, compenser les absences, remettre les personnes au courant de là où on en était, les réintégrer pleinement là où elles en étaient. Donc toutes ces dynamiques-là, on les vit au sein d'un projet ANR comme on les vit au sein d'une institution beaucoup plus large à plus long terme. Mais à court terme, ça joue énormément sur la dynamique du projet, toutes ces relations administratives, personnelles, scientifiques que l'on a avec les unes et les autres. Et dans le projet ANR d'Inlang, j'ai cette chance extraordinaire de pouvoir compter sur trois ce qu'on appelle PIs, so Principal Investigators en anglais, coordinateurs scientifiques de chaque partenaire, qui sont extraordinaires, qui prennent vraiment beaucoup sur leurs épaules, et puis des membres de projet qui sont vraiment investis, engagés, alors qu'ils et elles ont tellement d'autres choses à faire, et je leur suis vraiment reconnaissant que c'est grâce à eux, grâce à elles surtout, on a des hommes importants, mais on a beaucoup plus de femmes, que le projet avance aussi bien. Pourquoi est-ce important de comprendre ou tenter de comprendre la transmission du langage au sein de la famille ? C'est important de comprendre la transmission du langage au sein de la famille parce que c'est là que ça démarre, c'est là que l'enfant savoure le langage, c'est avec sa famille. Et c'est important de comprendre combien le langage est entremêlé avec les activités du quotidien. Et donc c'est vraiment dans la vie familiale qu'on peut comprendre combien on ne peut pas apprendre à parler de manière abstraite sans qu'on soit en pleine activité. Donc c'est ça qu'on essaye de saisir dans ces moments de dîner familial, c'est comment on a besoin d'être en activité, de décrire l'activité, de poser des questions, de faire des requêtes, de donner des ordres, de demander si c'est bon, si c'est pas bon, donc de décrire les qualités de ce qu'on mange, de se positionner les uns les unes par rapport à l'autre, de parler de sa journée ensemble. Donc c'est vraiment ces moments-là qu'on essaye d'identifier dans nos dîners familiaux, et on pense qu'une fois qu'on aura compris combien il est important pour les enfants d'apprendre le langage dans l'entremêlement des activités de la vie quotidienne, on sortira d'une vision un petit peu abstraite de l'acquisition du langage, comme si l'enfant apprenait des mots,
des conjugaisons, de la grammaire, de la syntaxe, et pour mettre vraiment l'accent sur le fait que le langage, c'est d'abord une activité qui permet, qui accompagne la vie de tous les jours. On parle aussi de plus en plus de sciences avec et pour la société. Et je voulais savoir justement dans votre projet, qu'est-ce que vous mettez en place pour faire connaître votre travail auprès de différents publics? Alors pour faire connaître notre travail auprès de différents publics, on s'est déjà emparé des outils existants comme la Nuit européenne des chercheurs à laquelle on a participé et à laquelle le grand public était invité pour rencontrer des chercheurs. Et donc dans la dernière Nuit européenne des chercheurs, on a organisé un atelier pendant lequel on a fait vraiment participer les personnes qui sont venues à notre atelier pour que par eux-mêmes, par elles-mêmes, elles puissent comprendre en fait les enjeux. Et puis en leur montrant des petites vidéos de ce que l'on filme. En particulier puisque l'association Trace a fait venir une classe de lycée et a préparé un petit atelier autour des dîners familiaux et qu'ensuite je suis allée les voir et on a échangé à partir du brainstorming qu'ils avaient fait ensemble. Et puis ensuite, on a fait une petite conférence sur notre projet. Mais l'aspect le plus, disons, ce qui nous tient le plus à cœur dans notre projet, c'est aussi de montrer que tout ce qu'on fait dans les dîners familiaux en langue française existe et différemment et de manière avec à la fois des similarités et des différences dans les dîners familiaux en langue des signes et que la langue des signes française est aussi une magnifique langue que les enfants sourds, dont les enfants sourds que les enfants sourds peuvent utiliser pour interagir. Et donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est de faire connaître cette langue, de faire connaître les pratiques autour de cette langue. Et c'est ce qu'on fait en partenariat avec l'INSJS, donc l'Institut national des jeunes sourds. On est en train d'essayer d'organiser des activités avec l'Institut national des jeunes sourds à Paris, mais aussi dans d'autres villes partenaires. Justement, on est en train de préparer une émission de télévision avec L'œil et la main, qui est une émission consacrée à la langue des signes, les langues des signes, mais en particulier la langue des signes française. Et donc cette émission L'œil et la main va venir nous filmer en pleine réunion, nous filmer en train de recueillir les données dans une famille, nous interviewer pour faire mieux connaître le projet. Et en filmant évidemment aussi les participants et en essayant de partir de l'expérience des participants à nos projets, cette expérience d'être filmé et de faire ce don à des chercheurs de ces moments d'intimité familiale. Est-ce que tu peux nous parler d'un moment qui t'a marqué au cours du projet, une anecdote? Alors au cours du projet, on vit beaucoup de moments extraordinaires. Le premier moment extraordinaire, qui se multiplie, c'est quand on va filmer et qu'on rencontre les familles. Et je dois dire que pour tous les tournages auxquels j'ai participé, et je pense tous les tournages que je visionne, ça se voit aussi, on est accueillis avec une certaine ébullition, avec une jubilation. Les familles sont heureuses de nous accueillir dans leur intimité, de la partager avec nous et puis avec les chercheurs. Donc on est accueillis comme si on était des invités chéris, des invités avec beaucoup d'affect. Et c'est particulier, c'est à la fois les parents, mais les enfants manifestent leur joie de manière particulière. Donc ça, c'est des moments qui se multiplient, qui sont récurrents, les moments de tournage. Mais je dois dire que notre projet a commencé en plein Covid. Donc on a commencé un projet de recherche sur les dîners familiaux sans avoir le droit ni de faire les tournages, ni de se voir et de travailler ensemble, qui est quand même dans un projet ANR, un projet collectif, ce qui rend le projet particulièrement sympathique et efficace, c'est le fait que des chercheurs avec des expertises différentes travaillent ensemble, se voient, mangent ensemble, partagent leur expertise à la fois dans les
pilules, les moments de travail intensif sur les données, mais aussi en dehors dans les moments de commensalité. Donc il y a aussi nos propres moments de repas qui sont intéressants. Bon, tout ça, on n'a pas pu le faire. Et donc on a mis en place une méthodologie avec la visioconférence pour travailler ensemble, et on a utilisé toutes les données pilotes qu'on avait déjà collectées dans un projet précédent, avec des données en français et des données en anglais et des données en langue des signes française. Donc on a pu commencer à travailler, mais ce qui a été absolument extraordinaire, c'est on a eu le droit de se voir pour la première fois hors visio. Donc je me rappelle le jour où on a organisé notre première réunion, ce qu'on appelle les plénières d'InLangue, les journées présentielles d'InLangue. On a pu le faire sur une journée à la Maison de la Recherche, et on avait le droit de se voir, mais on n'avait pas le droit d'être plus de 6 par salle. Donc au lieu de faire une grande plénière, j'avais organisé l'emploi du temps de manière à ce qu'on soit plusieurs ateliers travaillant sur les mêmes données, et qu'ensuite on fasse un récapitulatif en Zoom alors qu'on était dans la même maison. Mais le moment le plus jubilatoire, c'est quand on est arrivé à 9h30 du matin et qu'on a eu le droit de se voir à 20 dans la cour de la Maison de la Recherche. J'avais préparé du café. Là, on avait le droit parce que c'était en plein air, c'était en hiver, mais ça fait rien, on était dehors. Et j'avais préparé des petits sacs de goodies, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir des croissants ou des repas à partager tous ensemble et à toucher tous ensemble. Donc chacun avait son petit sac d'où il sortait sa petite douceur à manger pour le petit déjeuner, et son verre de café, et les effusions de se voir pour de vrai. Je crois que ce moment restera ancré en moi pour le restant de ma vie. Et ensuite, le premier tournage véritable sur notre première famille a été aussi un moment extraordinaire, parce qu'on pouvait enfin faire un tournage dans notre projet avec une famille super sympa qui nous a très très bien accueillis. Comment faire évoluer cette recherche? Une prédiction sur ce que sera le langage dans 20 ans, ou comment il sera transmis? Est-ce que tu as eu envie de nous faire un pronostic comme ça? Alors, comment faire évoluer cette recherche? Ce qui me plairait vraiment, donc là je donne mon espèce de projet idéal, c'est donc ce projet que l'on fait en France sur des familles françaises qui ont déjà Enfin, on choisit des familles qui mangent ensemble pratiquement tous les soirs. Parce que voilà, ça c'est notre critère de sélection de base, pour que ce qu'on vient filmer représente vraiment leur quotidien et ne soit pas un moment extraordinaire. Mais on le filme en français et en langue des signes française. Ce que j'adorerais pour faire évoluer le projet, c'est qu'on puisse faire la même chose à travers les cultures et les langues. Donc, en commençant par le réseau européen. Donc ça, c'est des cultures un petit peu proches, puisque c'est en Europe. Mais le réseau européen YouFE, Young Universities for the Future of Europe, mon rêve serait que dans chaque pays partenaire, on puisse recueillir des dîners familiaux dans la langue du pays et éventuellement dans la langue des signes du pays, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a il y a autant de langues des signes, voire, enfin, pas exactement autant, mais il y a beaucoup de langues des signes dans chaque pays, dans chaque communauté. Donc pouvoir faire des comparaisons à travers les cultures et les langues des dîners familiaux, en espérant que cette culture du dîner familial continue à exister et qu'on ne se retrouve pas dans un modèle qui est d'une certaine façon un modèle, je dirais, américain, où chaque membre de la famille va se servir dans le frigo et mange quand il veut, quand elle veut, sans se parler et devant la télé. Donc voilà. Donc ça, ce serait pour moi le cauchemar, parce que je pense vraiment que ces moments de convivialité familiale sont extrêmement importants, à la fois pour la famille, pour les transmissions des pratiques langagières, pour les transmissions des pratiques culturelles, familiales, pour le resserrement des liens familiaux, pour les souvenirs plus tard de ce qu'aura été la famille pour les enfants devenus adultes, et pour leur propre transmission langagière sur le modèle de ce qu'ils ont vécu plus tard. Alors, ce que sera le langage dans une génération, dans 2 générations, c'est extrêmement difficile à prévoir. Tout ce que j'espère, c'est qu'on n'aura pas seulement des interactions
virtuel et qu'il continuera à avoir des activités qui réunissent des êtres humains ensemble, que ce soit manger, que ce soit pratiquer un sport, que ce soit aller ensemble pour une activité culturelle, aller faire un pique-nique, aller faire une sortie touristique, et dans lesquelles les activités langagières se vivent avec les corps en présence. En langue des signes, on appelle ça « pot ». C'est-à-dire que quand on est en présentiel, on dit on fait les choses peau. Donc que la peau, que les corps des personnes sont ensemble, parce que pour moi, le langage s'expérimente et se vit par le corps des participants qui échangent entre eux. Et il y a des ondes particulières qui s'échangent quand on est ensemble dans le même espace et dans le même temps. Qu'est-ce qui te passionne dans le métier de chercheuse? Alors, dans le métier de chercheuse, ce qui me passionne, c'est de poser des questions. Et pas forcément de trouver la réponse, mais de manière collective, de prendre en charge ces questions que je peux me poser et qui vont se transformer au contact des autres chercheurs et des autres chercheuses, et de chercher ensemble à apporter des réponses. Donc je pense que c'est cette dynamique, j'ai toujours fait de la recherche collective, et c'est cette dynamique collective que je recherche. Et c'est ce pourquoi je suis très reconnaissante à l'Agence nationale de la recherche, c'est de me donner les moyens de travailler à plusieurs. Parce que ce n'est pas toujours facile de travailler à plusieurs quand on n'a pas un format institutionnel pour le faire et qu'on n'a pas l'argent pour le faire. Le fait d'être incité avec un financement à travailler ensemble est un format qui me paraît vraiment le meilleur format, en tout cas pour le genre de recherche que je mène. Donc ce qui me passionne vraiment, c'est de travailler avec les autres et sur des êtres humains, alors en particulier en ce qui me concerne, les enfants et les personnes qui vivent avec les enfants au quotidien, de travailler sur les échanges entre ces personnes, donc de travailler sur l'humain avec d'autres êtres humains qui m'apportent constamment, qui me font réfléchir sur les questions que je me pose, sur mes méthodes, sur mes réponses. Et les méthodologies de la recherche qu'on met en place nous orientent justement vers des outils qui permettent de faciliter la recherche collective. Donc depuis que j'ai commencé à travailler, au début quand je travaillais, j'étais juste moi seule avec mon ordinateur, l'internet n'existait pas, l'email n'existait pas, les drives n'existaient pas, alors que maintenant on peut partager ce qu'on fait. On peut partager les données que l'on collecte avec d'autres chercheurs, on peut les mettre en ligne, on peut les partager. On peut partager même le moment d'écriture à plusieurs à travers un Google Doc que l'on remplit, que l'on enrichit à plusieurs. On peut travailler avec d'autres même si on n'est pas tous dans le même espace, même si j'aime beaucoup travailler dans le même espace à travers la visio. Donc on a de nouveaux outils qui nous permettent de faire de la recherche autrement et qui se combinent avec les outils traditionnels qui sont se voir, être autour d'une table et écrire sur des bouts de papier ensemble, ou parfois évidemment se retrouver seul pour se recomposer et faire une synthèse de tout ce qu'on aura fait avec les autres. Est-ce que ça vaut le coup d'être chercheur encore aujourd'hui? Je pense que c'est le plus beau métier du monde d'être chercheuse, et qu'on a vraiment beaucoup de chance d'être payé pour faire ce qu'on aime. Quand on regarde autour de nous et qu'on voit le nombre de métiers qui sont contraignants, difficiles, et que les personnes font sans vraiment avoir du plaisir, je pense que j'ai eu la chance de pouvoir faire le métier que j'avais envie de faire et d'y trouver du plaisir chaque jour, même si c'est un métier avec des facettes multiples, et que, comme je disais, quand on est chercheur-chercheuse,
On est à la fois administrateur, agence de voyage, parce qu'on doit s'occuper des missions, on doit gérer un budget. Donc on doit faire le ménage à la fin d'une journée de travail parce qu'il y a eu des pauses café, que les gens ont laissé leur gobelet et qu'on doit tout ranger, on doit remettre les tables en place. Donc on a plein de casquettes, mais on a la chance quand même de travailler pour l'avancement des connaissances et des compétences qui s'échangent dans notre humanité, quoi. On a la chance de pouvoir faire avancer pas seulement les compétences, mais de faire avancer les pratiques qui se déploient autour de nous.